Dans le cadre du mouvement pour l'école publique lancé par la FSE, la Fédération des syndicats de l'enseignement, le syndicat de Champlain a décidé de faire une série de discussions avec l'ensemble des partis représentants à l'Assemblée nationale. Et pour ce faire, on va recevoir donc 4 candidats. J'ai donc avec moi Jean-François Roberge de la Coalition Avenir Québec, la CAQ, dans le comté de Chambly. Alors, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je ne veux pas dire non. Alors, d'entrée de jeu, question de mettre la table, je vais vous laisser 2 minutes pour nous parler des priorités de votre parti pour la présente campagne électorale. Alors, je vous laisse aller. Allez-y. Sur mes 2 minutes, je prends 5 secondes pour dire aux gens qui nous écoutent que je suis moi-même enseignant, membre de la FSE et même du syndicat de Champlain ici. Je suis en prêt de service en tant que député à l'Assemblée nationale en ce moment, puis candidat, on présume de rien, ce qui se passera le 1er octobre. Nos priorités en matière d'éducation sont difficiles à résumer en 2 minutes, mais allons-y quand même. Le premier objectif, c'est de permettre à chaque jeune de 4 à 18 ans d'aller au bout de ses rêves, au bout de son potentiel. Ça, c'est l'objectif. À peu près tout le monde là. Les moyens, maintenant, c'est d'investir dans le réseau des écoles publiques. Je précise que je suis un enseignant du réseau public, évidemment. On veut d'abord développer et offrir la prématernelle 4 ans à tous les enfants. Mais encore une fois, ça, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Le moyen, c'est d'amener tous les jeunes en première année avec une vraie égalité des chances, aplanir les difficultés, diagnostiquer peut-être les retards de développement, soutenir les enseignants correctement, leur donner des ressources, augmenter le salaire à l'entrée de la profession, valoriser la profession enseignante. D'ailleurs, il y a un document qui s'appelle « Plan de valorisation de la profession enseignante » qu'on peut retrouver sur le site de la CAQ, parce que ça a 15-20 pages, c'est un peu dur de le résumer en 2 minutes. Je vous dirais, ensuite, réinvestir au secondaire, augmenter les services professionnels, pas seulement chez les 4 à 6 ans, mais aussi aux professionnels, retaper nos écoles, parce que c'est assez déprimant des fois quand on visite des écoles du réseau public, et augmenter le parascolaire, donc offrir le parascolaire à tous, mais je le précise, là, c'est pas un surplus de tâches pour les enseignants. Ça, c'est très important de le mentionner. Si certains enseignants veulent le faire, ils pourront le faire et ils seront payés pour, mais c'est surtout pas quelque chose qui est imposé, qui est une surcharge pour les enseignants, cette idée d'offrir le parascolaire à tous au secondaire. Merci, vous avez bien résumé. C'est sûr qu'on va avoir le temps dans les prochaines minutes d'aller un petit peu plus en profondeur, puis même d'en rajouter. Question de se mouiller, des questions en rafale, des affirmations, des énoncés. Oui ou non comme réponse, autant que faire se peut. Je vais travailler. Plus de privé et de sous-traitance dans nos écoles et dans nos centres. Non. La tâche des enseignantes, des enseignants et du personnel de soutien est déjà trop lourde. Oui. Un ordre professionnel pour les enseignantes et les enseignants. Oui, on y est favorable, mais non, on ne va pas l'imposer, à moins d'un dialogue très important avec les enseignants. Imposer les conditions de travail et les salaires au personnel de l'éducation à la prochaine négociation, est-ce que c'est correct? Bien, je vais vous dire, j'espère qu'on n'arrivera pas là. Comme chaque fois qu'il y a une négociation, c'est vraiment pas l'objectif d'avoir une loi spéciale, mais sincèrement, présumer des demandes qu'il y aura, présumer de ce qui arrivera, puis dire ensuite où est-ce qu'on va atterrir, ce ne serait pas responsable, honnêtement. Il manque d'argent en éducation. Oui, tout à fait. Il y en manque d'un peu plus à chaque année avec les coupures libérales. Changer les structures, les commissions scolaires et leurs représentants, est-ce que c'est une priorité? C'est important. Il y a d'autres priorités, mais c'est très important. Écouter prioritairement le personnel de l'éducation lorsqu'on fait des changements dans le réseau de l'éducation. Définitivement, oui. Plus de classes spéciales dans les écoles, c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. Bien sûr que c'est une bonne idée. Contribuer à subventionner les écoles privées de la même façon, continuer à le faire? Bien, pas plus qu'en ce moment, mais quelque chose qui ressemblerait au statu quo, oui. D'accord. Merci. Ça, c'était des questions à rafale, quand même. Oui, non. J'ai pas fait le tour, hein? Quand même. Maintenant, question d'approfondir. On va faire ça en 3 volets. Le premier, on en parle souvent très peu, le personnel de soutien. C'est vrai. Les élèves, les enfants du Québec vont croiser des dizaines de fois par jour, que ce soit concierge, secrétaire, ouvrier, technicienne, technicien, éducatrice, notamment au service de garde. Mais on n'en parle pas et leurs conditions de travail sont quand même pas très avantageuses. Alors, c'est quoi la vision de la Coalition Avenir Québec
quand vient le temps de parler du personnel de soutien dans nos écoles, dans nos centres? Bien, je vous dirais que quand on parle d'équipe école, ça fait partie de l'équipe école. Ils font partie de l'équipe école. Il faut le mentionner, il faut le dire, il faut les écouter. Tout à l'heure, vous avez demandé dans mes questions oui, non, il ne fallait pas mettre trop de nuances, là, mais consulter les enseignants, mais consulter aussi tous ceux et celles qui font partie de l'équipe école, donc le concierge, tous ceux qui travaillent à avoir un cadre qui permet aux jeunes d'apprendre, doivent faire partie des consultations quand on veut bâtir des écoles, quand on veut les rénover, quand on veut les organiser. On veut qu'il y ait une place vraiment sur le conseil d'établissement. Et dans notre vision, vous avez posé une question tantôt sur les structures. Nous, on veut que le pôle de décision ne soit plus tellement la commission scolaire, qu'on veut transformer en centre de service, mais on veut que ça soit plus les conseils d'établissement, sur lesquels on veut une place privilégiée pour le personnel de soutien. Et dans les commissions scolaires transformées en centre de service aux écoles, bien, il y aura un conseil d'administration sur lesquels, je vous le dis, il y aura assurément une place pour les gens du personnel de soutien. D'ailleurs, ça me permet, quand vous me parlez là, de structures comme ça, là, comment une école partage ses services si maintenant c'est l'école qui décide? Hein, parce que c'est ça souvent un problème. Hein? D'un milieu à l'autre, les services ne sont pas les mêmes parce que les élèves ne sont pas les mêmes. Et des fois, dans un milieu, on a besoin de plus de services que l'autre à côté. Mais si tout le monde se gère indépendamment, comment c'est possible? C'est pas à 100 On ne dit pas des écoles autonomes. On dit des écoles plus autonomes qu'elles le sont actuellement. Ça prend une structure régionale, ça prend une gouvernance régionale qu'on appelle un centre de service plutôt qu'une commission scolaire. C'est juste un changement de nom. Bien, une commission, c'est géré par des commissaires. Nous, on veut plus d'élections au suffrage universel pour des commissaires scolaires. Donc, on parle de titre de commission. Mais on garde une structure régionale pour faire une répartition des ressources jusqu'à une certaine mesure, sauf qu'on voudrait que cette répartition-là ne soit pas avalisée par des commissaires supposément élus démocratiquement, alors que 95 du monde ne va pas voter. Là. On veut que cette répartition-là soit faite davantage par les directions d'école et par le conseil d'administration, sur lesquels siégeront les enseignants. Donc, il y a un empowerment, si vous me permettez l'anglicisme. Oui, mais je précise aussi, parce qu'on parlait de répartition des ressources. Je comprends. Il y a un empowerment, il y a définitivement une décentralisation de la prise de décision. Pas chaque école devient autonome, puis des disparités, puis on ne fait plus la nuance entre une petite école pauvre et une grosse école riche. Là. Je connais assez bien le réseau pour ne pas faire cette aberration-là. OK. On aurait encore du débat à avoir là-dessus parce qu'on pourrait avoir divergence d'opinion, mais peut-être qu'un jour, ça reviendra. J'aimerais ça passer à l'autre bloc parce qu'on a fait un bout sur les commissions scolaires à l'intérieur. Donc, mais ce que j'ai compris, c'est que le personnel de soutien allait être là et ça c'est clair. Maintenant, quand on parle d'investissement, parce que c'est un élément là, au cours des dernières années où on a parlé beaucoup de ça, investissement et service aux élèves. Est-ce qu'on peut se dire, puis je pense que vous l'avez répondu tantôt par l'affirmative, qu'il manquait d'argent, donc qu'on doit investir, parce que ce qu'on n'a pas le goût de se faire dire là, pour les prochaines années, c'est il y a déjà beaucoup d'argent, puis il faut en faire plus avec l'argent qui est déjà là, ou même avec moins, ce qu'on s'est fait dire. Ouais. Ça, c'est clair que pour le personnel dans les milieux, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut parler d'investissement, puis investissement comment, de quel ordre? Qu'est-ce que vous proposez? Okay. Je ne peux pas déposer le cadre financier ici ce matin, vous comprendrez, mais vous êtes capable de lire entre les lignes. Oui, on peut parler d'investissement. Il faut parler d'un investissement récurrent, stable, prévisible. La dernière affaire qu'on veut, là, c'est la recette qu'on vient de se faire servir. Là. C'est des coupures, de l'austérité, puis des saignées à blanc de réseau scolaire pendant 2 ans, puis tout à coup, réinvestir dans les 2 dernières années, puis avoir ça à chaque année, un électrocardiogramme. Moi, j'appelle ça l'électrocardiogramme du sans-cœur. Ça fait tac, tac, tac au fil des années. Aucune prévisibilité. Du personnel qui se fait embaucher, débaucher, embaucher, qui s'écarte, qui vont priver. C'est ce qu'on veut pas. Donc, un réinvestissement qui va aller un petit peu au-dessous des coûts de système. Je vous ai dit que vous étiez capable de lire entre les lignes. Un petit peu au-dessus des coûts de système, stable et prévisible. C'est ce qui attendrait le réseau de l'éducation avec un gouvernement de la CAQ. Puis on investirait, avec cet argent-là neuf qu'on pourrait qualifier, on investit où? Dans les services? Est-ce qu'on a Il y a une partie qui va aller, je l'ai dit tout à l'heure, pour rehausser le salaire à l'entrée des enseignants. En ce moment, après 10 ans, là, c'est au Québec que les enseignants sont le moins bien payés. Pour nous, c'est inacceptable. Okay? Ensuite, oui, il va y avoir des embauches d'enseignants parce qu'il y a de plus en plus d'écoles qui ouvrent. On le voit à Montréal, puis on manque de locaux, mais on manque aussi d'enseignants pour ça. Il va falloir embaucher des enseignants. Il va falloir réinvestir dans nos infrastructures, c'est sûr. Pas juste donner un coup de pinceau. Là. Il y a des écoles qui sont à rénover. Il y en a que ça va coûter moins cher de démolir et de reconstruire. Faire pareil. Donc, il y a de l'argent qui va aller là.
Puis on veut embaucher, notamment quand on parlait de personnel qui ne sont pas nécessairement des enseignants, notamment un bon coup de barre pour des conseillers d'orientation au secondaire. On trouve qu'il y a un grand manque qui est là. OK. Il y a beaucoup de mesures, là, si je peux pas vous dire, là, tout l'argent va aller. Est-ce qu'on peut penser aussi qu'il y aura plus de professionnels, psychologues, orthophonistes, orthopédagogues, techniciens en éducation spécialisée? Est-ce que ça fait partie aussi de votre vision? L'ensemble des personnels qui aident les enseignants à aider les enfants, il y en aura davantage. Des TES, des orthopédagogues, des orthophonistes, dans la mesure où ils sont disponibles, parce qu'on sait que dans certaines régions, il y a une pénurie de personnel. Pas partout, pas pareil. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas personne de disponible nulle part au Québec, là. Ça dépend des régions. Mais certainement, à mesure qu'ils seront formés, puis on espère, justement, qu'en ayant un milieu scolaire où c'est plus intéressant de travailler, plus de stabilité, bien que de regarder plus loin que 4 ans, qu'il y a des gens qui sont en ce moment au cégep qui vont dire « Crime, c'est peut-être le temps d'aller en éducation. » Puis dans 3 ans, dans 5 ans, bien, il y aura davantage de finissants, puis ces gens-là auront des emplois à temps plein avec leur permanence. OK. À temps plein avec leur permanence, c'est important pour vous? Oui, c'est important pour moi. C'est important pour eux, pour qu'ils soient heureux et bien. Puis c'est important pour les enfants et les adolescents, parce qu'évidemment, un enseignant ou un professionnel malheureux qui court partout, c'est pas la meilleure chose dans une école. C'est quelqu'un qui peut-être hésite à s'impliquer parce qu'il sait qu'il est là juste pour 6 mois, pour 1 an. Ça paraît, ça, pour une école. Ça paraît pour les adolescents et les enfants qui reçoivent les services. Justement, notre dernier bloc, Oui. OK? C'est là-dessus, donc, conditions de travail du personnel de l'éducation, enseignants. Aussi, tout ce qui est en lien avec la précarité, vous m'avez parlé de permanence, il y en a aussi beaucoup du côté du personnel de soutien, ça, il ne faut pas l'oublier, avec des heures coupées, avec des TES qui, on ne les met pas à leur maximum d'heures pour les garder un peu à statut précaire. Mais est-ce qu'on peut s'entendre, puis j'aimerais ça justement, vous me disiez si vous êtes en accord avec ça, de se dire que présentement, il y a 2 éléments qui nuisent. Beaucoup, il y en a d'autres, mais 2. Premièrement, les tâches sont trop lourdes. Et deuxièmement, les salaires ne sont pas assez bons, ne sont pas assez élevés. Est-ce que ça, c'est 2 éléments qui résonnent à la Coalition Avenir Québec? Oui. Bien, ça va en cohérence avec tout ce qu'on a dit depuis peut-être une dizaine de minutes, là. Si on veut rajouter des personnels, si on est d'accord pour avoir plus de classes spécialisées, comme je l'ai dit tantôt dans les réponses oui, non, c'est parce qu'on considère que la tâche est trop lourde, que la classe régulière n'est peut-être plus régulière, que des fois, pour les enseignants ou tous les autres personnels, là, c'est extrêmement lourd, là. Moi, j'ai enseigné 17 ans dans le réseau, j'ai eu une dizaine de stagiaires, j'ai côtoyé beaucoup de monde, des gens qui pleurent dans l'auto en se retournant à la maison, là. Je sais c'est quoi, parce qu'on les presse jusqu'à l'épuisement professionnel. S'il y a un enseignant sur 4 ou sur 5 qui quitte dans les 5 premières années, raisons. Pas parce que c'est du mauvais monde, là, pas parce que c'est des sans-cœurs. C'est parce qu'on leur donne pas une insertion professionnelle qui a de l'allure, ou alors qu'on leur donne une insertion professionnelle, mais dans un milieu malade. Donc, évidemment qu'il va falloir corriger ça. Et puis, on fait quoi pour corriger ça, là? Est-ce que vous avez des idées? Je me répète un peu, mais je pense des écoles qui soient plus belles. C'est pas, pour moi, c'est pas accessoire, c'est important. Okay. Des écoles qui soient plus belles, des classes qui se rapprochent plus de ce qu'on veut quand on parle d'une classe régulière. Des gens qui sentent qu'ils peuvent s'impliquer dans leur école parce que c'est leur école, parce que tout n'est pas décidé à la commission scolaire. Oui, il y a des choses qui sont décidées au centre de service, mais c'est leur école. Ils ont une mainmise sur des choix qui sont faits dans leur école. Et les professionnels que sont les enseignants sont reconnus comme tels, je le précise, on n'a pas dit depuis tantôt. Une plus grande autonomie professionnelle, c'est déposé dans le plan de valorisation. J'ai dit tout à l'heure, on veut changer la loi sur l'instruction publique pour reconnaître que les enseignants sont des professionnels et donc qui ont une autonomie professionnelle que personne ne peut modifier les notes qu'ils écrivent. Ça, c'est important. Et vous l'avez abordé là, il y a quelques secondes de ça, parler d'épuisement professionnel. Ça engendre aussi beaucoup de choses. C'est engendré par beaucoup de choses, hein? Surpopulation dans les classes des fois, trop d'élèves, manque de services, manque de financement. Il y a aussi de la violence dans les écoles. On a fait une campagne, nous, sur la violence que subissait le personnel. On a fait ça au printemps dernier. Est-ce qu'il y a des façons, justement, sans vous répéter bien sûr, de contrer cette violence-là dans l'école? Est-ce qu'en investissant davantage, en ayant moins d'élèves dans les classes, en ayant plus de services, est-ce que c'est des façons, ça, de régler ces problèmes-là, en donnant une meilleure autonomie professionnelle aux personnels? Je pense que oui, mais il n'y a pas un élément. C'est vraiment systémique, puis des enfants qui ont des comportements violents, des ados qui ont des comportements violents. Autant il y a d'enfants, autant il y a de raisons. Mais il faut avoir un cadre qui diminue ça ou qui favorise une espèce de paix sociale dans les écoles. Il faut aussi arrêter la culture du silence dans les écoles.
Moi, la direction d'école qui m'appelle, la première chose qu'ils disent, c'est « Je t'appelle sur mon cellulaire, je ne veux pas t'appeler de l'école, dis-les pas que je t'ai pas, tu m'enregistres pas. » Il y a une espèce d'omerta parce que ce sont des cadres qui ont un devoir de loyauté envers la commission scolaire. Puis le DG lui dit « Si tu parles contre la commission scolaire, là, je te change d'école, je t'envoie dans une petite école, baisse de salaire. » Et le personnel qui ne veut pas parler non plus contre sa direction d'école. Oui, c'est ça. Il y a une espèce de culture du silence où on ne peut pas nommer les problèmes, donc on ne peut pas les régler. Tout ça parce que la commission scolaire veut protéger son image. Et donc, autant les directions que tous les personnels ne peuvent pas nommer les choses. Et quelque chose dont on ne peut pas parler, c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler. Donc, nous autres, on veut que les écoles arrêtent d'être des succursales de la commission scolaire. Plus d'autonomie, que tu ne peux pas mettre quelqu'un à la porte parce qu'il dénonce quelque chose qu'on doit dénoncer. Donc, la Coalition de Québec va parler des vraies affaires. Je vais laisser les slogans des autres libéraux au Parti libéral, mais on va laisser le monde parler. On va libérer le talent dans les écoles. Okay. Hey, écoutez, merci. Merci. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. On remettra ça. On remettra ça. Je pense qu'on aurait pu continuer comme ça, puis débattre là-dessus aussi. Mais je tiens à vous remercier, M. Robert, d'avoir pris le temps de venir nous parler de ça. Puis ça va permettre donc aux collègues, à la population, donc d'en savoir un peu plus sur vos priorités en éducation. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez voter. Oui.